Bonjour à tous et à toutes. C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici ce matin, car à l'initiative de Françoise et Bernard Durand. Georges Vicens n'est pas étranger à cette rencontre aussi, bien entendu. Ça me donne l'occasion de voir des amis de longue date, médecins, que j'ai connus il y a et de revoir des gens que je côtoie presque tous les jours, assez régulièrement à la Ligue. M. Damien nous rend d'immenses services à la Ligue avec les relations qui sont très étroites entre des institutions comme les nôtres, Val d'Orel et autres, et des associations caritatives. Donc c'est un moment très agréable, pour moi en tout cas, j'espère que ça va trop désagréable pour vous. C'est donc un exposé que je vais vous faire très relativement court, si vous trouvez trop long, je m'arrêterai d'ailleurs, sur un sujet qui est un sujet qui n'est pas facile, puisque vous avez mis de la souffrance physique et morale. Comment les apprivoiser, comment vivre avec, comment faire en sorte que, bien entendu, nous échappions à cette souffrance, quelle qu'elle soit, qui est totalement contraire à notre nature, qui est totalement contraire à ce pourquoi nous sommes faits, puisque nous sommes faits, j'en suis persuadé, je suis sûr que je ne suis pas le seul, nous sommes faits pour être heureux, nous sommes faits pour rechercher le bonheur, nous sommes faits pour la joie et le bien-être, nous sommes pas faits pour souffrir. Et si vous aviez limité le sujet à la souffrance physique, bien sûr, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. Ça s'appelle l'algologie, c'est une science médicale nouvelle, vous savez, la science de la douleur. La science de la douleur, c'est quelque chose qui se développe, j'en dirai un mot dans un instant, mais bien entendu, c'est pas là que vous m'attendez, vous n'êtes pas venu pour ça. Vous êtes venu, j'en suis sûr, pour qu'on échange sur ce que l'on appelle la souffrance morale. C'est un grand mot, c'est pas trop ce que ça veut dire, mais ceux qui me vivent savent parfaitement ce que c'est. La souffrance morale, psychologique, et quels sont éventuellement les liens entre les deux, et surtout comment on peut faire en sorte que cette vie qui parfois est difficile, qui nous paraît nous être imposée, cette vie soit la moins douloureuse possible, avec des causes de souffrance qui sont les nôtres, qui sont celles que nous avons apportées tous les jours. Alors, je voudrais d'abord, en introduction, vous dire que, comme l'a dit François Durand, je suis médecin, chef de service en 79, lorsque je suis devenu professeur à la fac de cancérologie et radiothérapie. Et puis j'ai eu l'occasion, la chance de succéder à quelqu'un pour qui une immense admiration, une très grande estime, c'est le professeur Pujol qui a été directeur pendant 15 ans et j'ai été moi-même directeur à sa suite pendant 14 ans, jusqu'à il y a quelques mois. C'est une expérience très enrichissante, une expérience, ça nous impose de prendre du recul par rapport aux événements et par rapport aux choses. Et tout ceci pour vous dire que je ne suis peut-être pas le plus légitime pour venir ici vous parler de la souffrance. Mais tout de même, étant médecin, et bien qu'ayant été directeur pendant 14 ans, je n'ai jamais arrêté mes fonctions de médecin et je les continue. Et je disais il y a quelques instants à Henri-Hélène que je les continue jusqu'en 2014, qu'on se le dise. Je ne fais pas le racolage, mais enfin, je vous le dis. Jusqu'en 2014, donc je resterai médecin parce que c'est ce qui m'a intéressé depuis que je suis venu à Montpellier pour faire mes études, puis j'y suis resté. Et je resterai jusqu'à ma retraite universitaire, jusqu'au bout de ma retraite universitaire, médecin. Donc c'est à ce titre-là que je peux effectivement, après avoir côtoyé, et encore en côtoyant tous les jours malheureusement, des situations extrêmement douloureuses, que je peux peut-être échanger avec vous, donner quelques éclairages sur ce problème de la souffrance physique et de la souffrance morale. N'étant pas ni philosophe, ni psychologue, ni psychanalyste, ni psychothérapeute, ni psychiatre, ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça. Je suis quand même quelqu'un qui, je crois, a eu le temps de réfléchir, ou tout au moins après 40 ans de cancérologie, c'est la moindre des choses qu'on ait quelques idées sur ce qu'on peut appeler la souffrance. Je voudrais terminer cette assez longue introduction en vous demandant d'être indulgent à mon égard,
parce que je sais très bien que je peux à un moment ou à un autre, sans le faire exprès évidemment, donner quelques images ou tenir quelques propos qui peuvent être pour certains blessants, qui peuvent être déplacés, vous pouvez juger comme tel en tout cas, et j'essaierai bien entendu de l'éviter, mais pardonnez-moi à l'avance si à certains moments je dis des choses qui ne vous plaisent pas ou qui vous font mal. Voilà. Donc après cette introduction, je voudrais que très rapidement on mette en place les problèmes et qu'on échange assez rapidement, parce que ce n'est pas bien entendu l'endroit pour un cours, un monologue. Je voudrais vous dire quelques mots très rapidement, parce qu'on va l'évacuer assez vite, sur ce qui s'appelle la souffrance physique. Ça aurait été plus facile pour moi. Ça s'appelle l'algologie. C'est une science médicale nouvelle, vous le savez, la science de la douleur. La science de la douleur, c'est quelque chose qui se développe. La douleur, je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de totalement contre nature, et la médecine a fait ces 20-30 dernières années, je crois, d'assez gros progrès, non seulement sur le plan du traitement de la douleur, je dirais sur le plan scientifique et pharmacologique, avec l'apparition de médicaments et l'utilisation en tout cas de médicaments pour certains anciens comme la morphine, et que nous utilisions très mal dans le passé. Mais nous avons fait, des médecins, des progrès, je dirais, scientifiques, certes pharmacologiques bien entendu, mais surtout conceptuels et presque philosophiques. Autrefois, la douleur, c'était quelque chose qui n'intéressait pas tellement les médecins, puisque c'était pas eux qui souffraient, c'était les malades. Mais actuellement, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte, et que les malades, d'ailleurs, à très juste titre, nous rappellent souvent que c'est eux qui souffrent et qu'ils attendent beaucoup de nous pour calmer ces douleurs. Et là, actuellement, je crois pouvoir dire à quelques exceptions près, et j'en ai vu il y a quelques jours d'exceptions, on a les moyens pharmacologiques de calmer les gens. On a les moyens pharmacologiques de calmer les gens avec, je ne vous ferai pas un cours d'algologie, rassurez-vous, c'est pas ma spécialité d'ailleurs, mais enfin, je connais un peu, avec les différents paliers des drogues, jusqu'à le troisième palier qui s'appelle le palier des morphiniques, ou des opiacés, qui, en règle générale, permet d'arriver au bout de certains phénomènes douloureux, ce qui n'empêche pas qu'il y a encore quelques situations de douleur extrême. C'est le cas auquel je faisais allusion il y a quelques instants, douleurs extrêmes pour lesquelles on est obligé encore d'envisager ce que l'on faisait autrefois assez largement, que l'on fait pratiquement plus à l'heure actuelle, du fait de l'élargissement, de l'enrichissement de la pharmacopée. Ce sont les interventions neurochirurgicales qui consistent à couper des voies de la conduction nerveuse, au niveau de la moelle épinière, ou même au niveau du cerveau frontal. Vous avez entendu parler des lobotomies qui permettent de faire en sorte qu'il n'y a plus de conscience de la douleur, et qu'il n'y a plus de conscience du tout d'ailleurs. Et donc là, ce sont des cas tout à fait extrêmes que l'on voit pratiquement plus à l'heure actuelle, du fait justement du très grand développement de la pharmacologie. Bon, tout ça, ce sont des problèmes de spécialistes. Je suis sûr que, sauf si certains souhaitent, je peux répondre aux questions si vous en avez ultérieurement, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes ici ce matin. Nous sommes ici ce matin, je crois, pour parler de la souffrance morale, de la souffrance psychologique. Alors cette souffrance morale, cette souffrance psychologique, elle peut avoir incontestablement, chez certains patients, des relations très étroites avec la souffrance physique. Imaginez quelqu'un qui a des douleurs matin, midi et soir et la nuit, qui n'arrive pas à dormir, qui n'arrive pas à s'alimenter, qui n'a aucun moment de répit, qui n'a aucun moment où il se trouve avec le minimum de bien-être. Il est évident que ça joue sur ce que l'on appelle communément le moral. Ça ne peut pas être autrement. Et donc il y a des interactions et des échanges de mauvais procédés entre la douleur physique et la résonance psychique, la composante psychique, qui fait qu'on a un cercle vicieux très rapide qui peut s'installer entre la douleur physique qui fait qu'on n'est pas bien sur le plan moral. Le fait de ne pas être bien sur le plan moral nous met en situation de plus grande fragilité, de plus mauvaise tolérance de la douleur physique, laquelle aggrave la souffrance morale, et ainsi de suite. Donc cette espèce de cercle vicieux qu'on est obligé, chaque fois qu'on le peut, il faut le faire, de couper en supprimant cette douleur physique et en permettant aux patients d'aller mieux. Donc ça, ce sont, je dirais, la partie la plus mécanistique et la plus facile
d'une part à comprendre et souvent à combattre de la douleur, de la souffrance morale, c'est la composante psychologique et morale de la douleur physique. Vous supprimez la douleur physique, vous rompez le cercle vicieux et le malade va mieux sur le plan moral. Vous passez le lendemain, vous avez bien dormi cette nuit, oui, vous avez souffert, non, vous vous sentez mieux, évidemment que je me sens mieux. Le moral, évidemment qu'il est meilleur. Donc, tout ça, tout le monde l'a compris, c'est facile. C'est pas là-dessus aussi que, vous, bien entendu, vous m'attendez, je crois. C'est sur tout le reste, ce qui reste. La souffrance morale et psychologique de quelqu'un qui est atteint dans sa propre chair, soit parce qu'il souffre lui-même, qu'il est malade, soit qui est atteint dans sa propre chair parce qu'il a eu des problèmes, disons, collatéraux auprès de ses parents, de ses enfants, de ses conjoints, et je pense bien entendu à la disparition de quelqu'un qui vous est cher, à la disparition d'un enfant, d'un parent, qui est quelque chose que chacun vit à son propre niveau et que je me garderai bien de vouloir définir face à certains qui sont dans cette salle et qui ont malheureusement eu ce type d'expérience à vivre. Et donc, c'est cette souffrance morale et psychologique qu'il faut bien étudier et bien analyser. Pour cette conférence, j'ai un peu réfléchi, on peut partir dans des considérations d'ordre philosophique. Par exemple, dire la douleur, c'est comme Nietzsche disait, c'est la meilleure des choses, puisque la souffrance est la meilleure des choses, puisque c'est l'ultime et la seule cause et la meilleure cause de nos dépassements. Bien sûr qu'on peut se dépasser. Bien sûr qu'on peut se sublimer avec la douleur, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de voir régulièrement. On peut dire la douleur, comme Descartes, c'est la meilleure façon de se rendre compte que j'ai un corps. Vous connaissez l'expression, je suis bien, je me pique pour savoir si c'est bien vrai, si la situation est bien vraie. Et je suis sûr que certains ont vécu cette situation assez difficile de rêve heureux, et quand ils se réveillent, c'est le cauchemar éveillé. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dur, d'extrêmement pénible. Les bouddhistes disent, ils s'en sortent comme ça, tout est douleur, la joie n'est que le répit momentané de nos douleurs. Et donc nous sommes faits pour souffrir. C'est bien entendu, je vous l'ai compris, à mon sens, totalement opposé, en tout cas à ma conception philosophique de la vie. Alors, nous ne sommes absolument pas faits pour souffrir, personne n'a dit ça. Et donc ces considérations-là peuvent nous amener très loin. Et je vous ai dit au tout début que je n'étais pas un philosophe et que je ne passais pas ma vie à penser à ce que pensaient les autres, mais à penser un peu à ce que ressentent les autres, ce qui est différent. Et donc en tant que médecin, on est obligé, si l'on veut être un médecin, je dirais, complet, global, qui n'est pas qu'un technicien, on est obligé de prendre en compte cette composante humaine qui fait qu'on se met, on se doit, on s'oblige, on est obligé de se mettre parfois à la place de l'autre, même si ça n'est pas facile, même si l'autre ne le veut pas d'ailleurs, quelquefois, s'il ne le souhaite pas. On est quand même obligé de faire une sorte de manœuvre d'empathie pour arriver à comprendre ce que peut vivre l'autre. Et donc tout cela fait que on peut, et là le scientifique ressort un petit peu, essayer de canaliser, de schématiser les choses. Il y a plusieurs façons de réagir. D'abord, il faut s'interroger sur les causes de cette douleur, de cette souffrance psychologique. Il est évident qu'il y a des causes qui sont différentes, qu'il y a des causes qui sont plus ou moins importantes, qu'il y a des causes qui sont transitoires, qu'il y a des causes qui sont permanentes. Donc la nature de la cause peut faire que la manière de vivre cette souffrance psychologique ou morale n'est pas forcément la même. Deuxièmement, il faut s'interroger sur la cible. La cible, c'est nous. La cible, c'est celui qui reçoit cette agression, qui est la douleur, qui est la cause de cette douleur. Selon l'individu, selon la manière de tolérer ou de mal tolérer cette agression que représente la cause de la souffrance morale, psychologique, on peut réagir différemment. On sait très bien qu'il y a des gens qui sont peu sensibles à la douleur, on sait très bien qu'il y a des gens qui sont extrêmement sensibles
la douleur. C'est vrai pour la douleur physique, c'est vrai pour la douleur morale. On sait très bien aussi que le même individu, à des moments différents de sa vie, peut plus ou moins bien tolérer tel niveau de souffrance ou tel niveau de douleur. Donc là, ce sont des choses qui n'ont pas un déterminisme scientifique absolu. Je veux dire par là que la même cause peut ne pas produire le même effet. Le déterminisme scientifique, c'est quoi? C'est quand chaque cause doit produire, chaque même cause doit produire le même effet. Ça, pour un scientifique sorti de là, quand une même cause ne produit pas le même effet, il ne sait plus où il est. Donc c'est le déterminisme scientifique, c'est ça. Or, nous ne sommes pas prédéterminés et on sait très bien que l'homme n'est pas un réceptacle immuable qui ne change jamais. Nos impressions, nos émotions, nos façons de réagir peuvent varier d'un moment à l'autre dans la même journée, peuvent varier d'une journée à l'autre, peuvent varier en fonction de 1000 paramètres qui font que cette cible que nous sommes peut plus ou moins bien tolérer l'agression que représente la douleur. Donc tout cela, il faut bien entendu le prendre en considération et c'est très important à ne pas oublier pour bien comprendre ce que je dirai dans un instant concernant l'éventuel accompagnement. Donc il y a donc plusieurs façons de réagir. Une des premières façons de réagir face à des agressions, quelles qu'elles soient, c'est le repli sur soi-même, c'est l'enfermement, c'est la manière de se protéger, c'est-à-dire de mettre des barrières, des frontières autour de soi-même, la prostration, l'isolement, l'exclusion. On sait que certains peuvent vivre un isolement à l'intérieur d'une même famille, un état de prostration ou d'exclusion sociale qui fait qu'il n'y a plus de rapport et donc l'agression a été tellement forte que je ne veux plus du tout avoir affaire à ce monde extérieur qui m'est douloureux pour moi. Donc je me renferme à l'intérieur de ma propre coque, à l'intérieur de ma propre personnalité, de mon propre individu. Ça, c'est une façon qui, bien entendu, peut être un moyen de défense, mais qui ne peut être, à mon sens, pour en débattre, qui ne peut être que passager, transitoire, pour un moyen de défense pour franchir un cap. Sinon, c'est quoi? Sinon, ça peut dériver vers des états psychiatriques, la mélancolie, la dépression grave et l'auto-enfermement, non pas un autisme inné, mais une sorte d'autisme acquis, qui fait qu'il n'y a plus de relation avec l'extérieur. À l'opposé, le deuxième type de réaction, à l'opposé, c'est au contraire l'extraversion, c'est-à-dire face à cette introversion, l'extraversion, c'est-à-dire qu'on devient, on exprime sa révolte, on exprime son dégoût, on exprime tout ce qu'on peut ressentir par une sorte d'agressivité à l'égard de ceux qui nous entourent, des personnes qui nous entourent, des événements auxquels nous avons à faire face et qui font que nous pouvons avoir un comportement également de type pathologique, en tout moins qui peut être considéré par certains comme tel, puisque nous n'avons pas des réactions adaptées, appropriées au monde qui nous entoure. Là, c'est une autre manière de vivre les choses, c'est aussi une façon de se défendre, d'être en permanence le premier à se manifester. Avant même que la personne qui est en face de moi ou l'événement auquel j'ai à faire face vienne à moi, je sors déjà mon paravent, je sors mes armes. Donc c'est quelqu'un qui est armé en permanence et qui même le fait savoir et le montre. Donc là, ça peut confiner, bien entendu, aussi à des états pathologiques, parapsychiatriques. Et puis, il y a, bien entendu, et c'est là où c'est le plus intéressant, tous les états intermédiaires, où il faut bien voir ce que je vous disais il y a un instant, c'est-à-dire le fait que nous ne sommes pas les mêmes en permanence. Nous n'avons pas les mêmes manières de réagir face aux mêmes agressions d'une manière constante. Nous ne sommes pas des êtres déterminés. Et même s'il y a des réactions psychologiques particulières qui peuvent ressembler à des réactions de type déterminé,
nous ne le vivons pas comme tel, et en tout cas ceux qui nous entourent en général, ceux qui nous comprennent, ceux qui nous connaissent, ceux qui nous aiment, ne le vivent pas comme tel. Et on est souvent surpris par les réactions de telle ou telle personne dans une même famille, parce que, justement, les circonstances ne sont pas les mêmes. Et c'est là où, bien sûr, je crois, là, c'est là où ça sera, je crois, intéressant dans les discussions, nous avons les uns ou les autres, et c'est la raison qui fait que nous sommes là ce matin, nous avons les uns ou les autres à faire en sorte que nous prenions conscience que nous ne sommes pas les seuls à vivre certaines situations et que nous pouvons faire, non pas du tutorat, mais une sorte d'accompagnement et d'aide interindividuelle qui peut être extrêmement utile. Et là, pour ceux qui sont en situation, je dirais, plus favorable que les autres, et nous connaissons ça assez bien chez les soignants, et Georges qui est là en fait partie, un soignant, enfin, il est avec les soignants, nous connaissons ça, c'est-à-dire que quand on dit nous faisons de l'accompagnement, c'est toujours facile de faire de l'accompagnement quand on tient la main de quelqu'un que l'on va amener quelque part, et on ne sait pas d'ailleurs ce qu'il y a derrière ce quelque part, et que nous revenons et eux ne reviennent pas. Et donc ça, c'est... il faut toujours être très attentif à l'attitude que nous devons avoir, les soignants, dans cet accompagnement, pour ne pas faire en sorte que l'autre qui est accompagné, qui est l'accompagnant, c'est la forme active, et l'accompagné, la forme passive, ne soit pas justement dans une situation de passivité. Et que celui qui accompagne ne soit pas dans une situation d'actif, je dirais, psychologiquement supérieur à l'accompagné passif. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il faut que nous soyons extrêmement attentifs à cette situation d'égal à égal que nous avons à maintenir entre l'accompagnant et l'accompagné. Et là, ce n'est pas toujours très facile. Et il faut que l'accompagnant sache qu'il doit savoir se retirer, parfois se renier, dire des choses qu'il n'a pas envie de dire, entendre des choses qu'il n'a pas envie d'entendre, être le réceptacle et l'adjuvant, c'est-à-dire celui qui aide véritablement, et non pas celui qui impose, qui montre, qui dirige, qui fait en sorte que la personne va là où lui il veut, alors qu'il faut que nous soyons de réels accompagnants avec des gens qui souffrent, c'est-à-dire des gens qui tenons la main et que nous accompagnons simplement la personne dans un chemin en lui évitant de faire de trop gros faux pas et non pas en lui imposant un chemin qu'il ne veut pas prendre. Alors je ne sais pas si tout cela est clair dans ce que vous pouvez comprendre de ce que je dis. En tout cas, ça me rassure, c'est clair dans ma tête. Mais il faut que nous sachions, nous, être la personne qui est soit une présence, soit un recours permanent, et que ce recours ne soit pas considéré comme toujours univoque. Nous n'avons pas à donner la même réponse tout le temps aux mêmes questions. Souvent, on se rend compte que les gens posent les mêmes questions, de manière différente, mais la question est la même. La question est la même. Et il faut s'adapter à la manière dont on pose la question. Et on revient là sur le problème de la vérité que l'on doit tenir, le langage de vérité que l'on doit tenir face aux patients. C'est la même chose face à quelqu'un qui n'est pas en situation de disparaître, pas forcément, mais qui est en situation d'immense souffrance. Il y a des mots qui ne correspondent pas tout à fait à la vérité de la situation, mais que les gens ont besoin d'entendre. Et il faut savoir discerner ce que les personnes en situation de faiblesse, de souffrance, ont besoin d'entendre. Et même s'ils ne correspondent pas ces mots à la réelle vérité, il faut qu'on soit capable de les laisser entendre ce mot-là. Et il faut qu'on soit capable de le dire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très facile, qui n'est pas toujours très bien compris d'ailleurs de la part des soignants, et c'est pour ça qu'on a des réunions régulières pour faire le point sur telle ou telle attitude
à adopter face à des gens qui souffrent, à des patients et à des familles en situation de grande souffrance avant certains départs ou en situation de grande souffrance au moment d'un deuil, c'est quelque chose qui est très important et qu'il ne faut jamais perdre de vue. Et en tout cas, il faut que la technicité de nos pratiques ne soit pas un écran qui serait assez dramatique face à la manière dont on doit appréhender ce type de souffrance. À chaque moment, à chaque situation, doit correspondre la réponse la plus appropriée. Ça n'est pas facile, c'est quelque chose qui doit être extrêmement subtil et c'est quelque chose qui peut s'apprendre, qui peut s'améliorer, s'adapter, s'affiner avec le temps, mais c'est toujours aussi une relation qui demande beaucoup de temps, parce que, bon, je l'ai dit tout à l'heure en commençant, il y a des souffrances transitoires, temporaires, qui passent, et c'est tant mieux, mais souvent ce qui nous concerne, c'est bien entendu les causes qui persistent de cette souffrance morale, de cette souffrance psychologique, qui peuvent être différentes dans le temps, mais qui restent et qui font qu'on n'est jamais pareil avant, après qu'avant. Ça, vous le savez parfaitement. Et qu'on ne peut pas revenir sur le passé. Il faut avancer et faire en sorte que, ensemble, cette souffrance morale, cette souffrance psychologique soit la plus faible possible, soit la plus vivable possible, soit la moins douloureuse possible. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Je ne pense pas que vous soyez venu ici ce matin en espérant des recettes miracles, en espérant des marches à suivre et des guides de bonnes pratiques pour faire en sorte que vous ayez la réponse à toutes vos questions. Voilà, c'est tout. Et les enfants, on ne prend pas en compte la douleur des enfants. Pas du tout. L'enfant, il ne souffre pas, il dit rien. Un enfant qui dit rien, c'est terrible. Sans faire. Un adulte aussi, d'ailleurs, qui dit rien. Oui. Alors justement, j'avais une question sur l'enfermement, justement. Oui. La grande souffrance isole, c'est un petit peu ce que tu disais, Geneviève. Et moi, j'ai vécu ça, bien sûr. Et j'ai senti le danger. Vous parliez du danger d'être enfermé et d'aller vers quelque chose même de pathologique parce que on n'a plus de contact. J'ai senti ce danger-là pour moi personnellement. Et le hasard a fait que je me suis retrouvée à écouter l'autre qui souffre. Et ça a été magique. Ça a été le remède qui m'a sorti tout doucement de ma propre souffrance. C'est l'expérience que j'ai faite. Et c'est vrai que à un moment donné, peut-être il faut arrêter pas de se regarder, parce qu'on ne se regarde pas quand on souffre comme ça, mais essayer de voir ailleurs ce qui se passe. Il me semble que le simple fait de dire ça peut être une source d'espoir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Vous ne pouvez pas aller plus bas actuellement. C'est difficile, parce qu'on le sait très bien. Là encore, je suis un privilégié ici. J'ai 4 enfants, 7 petits-enfants, mais je mesure ce que ça représente. De ne pas se retrouver tous autour d'une table, tous ensemble, tous complets. D'accord. Est-ce qu'il vaut mieux être dans l'enfermement pour s'en sortir ou dans l'agressivité? Ni l'un ni l'autre. Non, mais je crois qu'il faut être une espèce d'agressivité, pas d'agressivité, de dynamique positive. Dynamique positive pour vous. Encore une fois, je suis dans une situation de noir, je suis au fond, je ne peux pas aller plus bas. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez vivre de pire que ça?
donc je ne peux que remonter. Mais remonter, c'est... Alors s'il faut un peu d'agressivité parfois, pourquoi pas. Pourquoi pas, elle pourrait très bien dire peut-être aux gens à qui elle a affaire, écoutez, c'est pas grave finalement ce que vous avez permettre. Enfin là, vous allez peut-être pas être d'accord si elle soit mal. Je vois très bien ce qu'elle veut dire. Ce qu'elle veut dire, c'est que, bon, Florence, elle fait le classement tout de suite. D'ailleurs, ceux qui sont en face de vous ne sont pas obligatoirement en état de pouvoir le faire. Ils ne savent pas. C'est vrai, on vient vous voir parce qu'on n'est pas prêt à 100%, on est prêt à 100%, monsieur le mutuel est remboursé. La 10e fois le mutuel, c'est éclaté. Je comprends ça.